auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 sur la télévision Tambara de ce mardi 6 mai 2025 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La commune rurale de Sokorbe, département de Loga et région de Dosso a procédé à l'intronisation officielle du chef de canton de la dite commune. Un événement qui a rassemblé les dignes fils de la localité autour d'un idéal commun qui est la chefferie traditionnelle. Al-Mustafa Saloum pour le compte-rendu. Situé à 125 km de Niamey, Sokorbe, une commune rurale du département de Loga, région de Dosso, a vibré au rythme de la tradition, de la culture, surtout au rythme de la chefferie, à l'occasion de l'intronisation officielle du chef de canton de Sokorbe, l'honorable Mayaki Moussa Madougou Dakao. Un événement d'envergure qui a rassemblé les dignes fils et filles de la dite localité, dont l'actuel ministre de l'Intérieur. À cela s'ajoute la présence à cette cérémonie des délégations des chefferies des autres régions du Niger et du Nigeria. Une cérémonie marquée par des symboles de fraternité à travers des danses, chants, discours et bien d'autres activités culturelles. C'est des culturel très riche, très riche. Mais Martaba, chef de canton de la loi. Ministre meɗen moɗo mo Allah ardi leydi meɗen ministre Tumba wari hula Boukari Ibrahima Après ces activités et animations culturelles, symbole de bienvenue et d'accueil chaleureux à l'endroit des invités, l'instant d'après est consacré au discours du gouverneur de la région de Dosso. Honorable chef de canton de Sokorbe, je profite de cette occasion pour vous adresser les chaleureuses félicitations suite à votre brillante élection pour présider aux destinées du canton de Sokorbe. Ainsi, dans cette ère de souveraineté retrouvée, nous formulons le vœu de voir les villages et hameaux qui composent le canton de Sokorbe se mettre à l'unisson autour de l'honorable Moussa Madougou pour relever les grands défis auxquels font face nos communautés, notamment les défis sécuritaires et de développement socio-économique. Honorable Moussa Madougou, vous avez la lourde tâche de fédérer autour de vous l'ensemble des chefs de village, de tribus et même des populations à cette ère de cohésion nationale afin que vos communautés continuent toujours de vivre en harmonie et en parfaite symbiose dans une atmosphère de multiculturalité.
Pour ma part, honorable chef de canton de Sokorbe, je vous exhorte à demeurer bons collaborateurs de l'administration et surtout à garder vos qualités positives pour le bonheur de votre canton et de la région toute entière. Longue vie et bonne santé à l'honorable chef de canton de Sokorbe. Puisse Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénir notre grand pays, ses dirigeants et son vaillant peuple résilient. Cependant, il est important de préciser que la population de Sokorbe a vu régner 7 chefs depuis la création de cette localité à ce jour et que cette population est composée en grande majorité de Maoris. Les principales activités économiques reposent sur l'agriculture, l'élevage et les petits commerces. Le nouveau chef de canton de la commune rurale de Sokorbe a pour mission principale de protéger, guider et de régner de façon honorable attendue par les habitants de la commune. Le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média a organisé ce dimanche 4 mai 2025 à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse, un déjeuner de presse. À cet effet, je vous invite à suivre le président de Cap Média dans cette édition. Ce dîner de presse qui a pour thème journalisme patriotique et souveraineté de l'information, construire une voie libre au service de la nation, est une occasion pour notre organisation d'affirmer l'engagement des journalistes en faveur d'une liberté d'expression responsable, enracinée dans les valeurs nationales. C'est dire qu'en termes clairs, nous nous devons de nous rassembler, non pas pour répéter des discours convenus, mais pour surtout affirmer une conviction profonde, celle que la liberté d'expression ne peut exister pleinement que dans un contexte de souveraineté, de dignité retrouvée et d'engagement au service de notre peuple. Aussi, il convient de se convaincre et de rappeler à juste titre que nous sommes loin d'être des simples spectateurs de la transformation historique en cours dans notre pays. Nous sommes des témoins privilégiés, des penseurs et des artisans. Loin des agendas imposés, nous choisirons de parler avec notre propre voix, en écho aux aspirations profondes et légitimes de nos communautés dans leur diversité, de notre jeunesse, de notre nation. Messieurs les ministres, chers invités, chers confrères, la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2025, du fait de son symbole, nous permet à nouveau de rappeler avec insistance les préoccupations majeures du secteur médiatique national, se résumant pour l'essentiel à une quasi-absence de soutien de l'État aux entreprises de presse, notamment privées. En effet, le fonds d'aide à la presse, consenti pour épauler les organes des médias indépendants, n'est point alloué directement depuis 2018, alors que l'accès à la publicité s'est fait de plus en plus difficile du fait de la non-application de la loi sur la publicité. Que dire de la subvention d'équilibre des médias publics qui est à cette date l'une des plus réduites de la Confédération AES, soit 500 millions pour le Niger, 4 et 8 milliards respectivement pour le Burkina Faso et le Mali. L'absence d'un organe de régulation médiatique en période de refondation ne permet pas non plus d'opposer des réponses appropriées et concertées au phénomène de désinformation et aux tentatives multiples de saper le moral des troupes engagées au front et d'opposer les citoyens à leurs dirigeants légitimes, savamment orchestrés par des ennemis internes et externes à notre peuple. C'est le lieu de rappeler au nouveau ministre en charge de la communication l'engagement pris par son département ministériel lors de la remise des documents portant plaidoyer en faveur de la presse, mais aussi de rapport du symposium des journalistes pour l'atteinte des objectifs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, tenu du 26 au 27 novembre 2024 à Niamey, et celui de la conférence débat suivi d'IFTA en date du 26 mars 2025. Nous voudrions, pour finir, saisir cette occasion pour non seulement remercier
Monsieur le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information pour avoir accepté d'honorer par sa présence le présent dîner de presse, mais aussi de féliciter tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission et lui demandant d'être le porte-voix des professionnels des médias de façon générale, afin que les préoccupations légitimes de la corporation soient portées au plus haut sommet. À ce sujet, loin de se complaire d'un journalisme bureaucratique ou de représentation, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger s'est dit surpris d'un oubli sur la corporation dans la composition du conseil consultatif de la refondation. À cet effet, nous voudrions bien vous charger, Monsieur le ministre, de plaider en faveur de la prise en compte de la presse et de son implication effective dans le processus de refondation, notamment à travers la représentation de ses membres au sein des différentes institutions de refondation, y compris dans le gouvernement, au sein du Conseil consultatif de refondation, de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, etc. Ensemble, nous lançons aujourd'hui un appel à la responsabilité, à l'éthique, à l'engagement collectif pour que nos médias jouent davantage leur rôle de sentinelle de la refondation, de bouclier contre la désinformation et de pont entre les peuples de l'AES. Puis cette journée marquer un tournant, une presse libre, oui, mais une presse libre pour et avec son peuple. Je vous remercie. Volet reportage dans cette édition, la télévision Tambara s'est intéressée à la viande de Kilichi, un procédé dont la paternité est attribuée aux Nigériens, même si les pays voisins demeurent les plus grands consommateurs et importateurs de ce produit. Retrouvons une fois de plus Al-Mustafa Salou. Le kilichi est une préparation de viande séchée en usage. Elle se prépare en faisant sécher au soleil des fines lanières de viande, généralement du bœuf, de l'agneau, mais aussi de la chèvre. Ces lanières sont ensuite enrobées avec divers condiments, dont l'oignon et plusieurs épices. Le produit ainsi obtenu est ensuite remis à sécher quelques heures au soleil, puis rôti quelques minutes sur un feu vif. C'est dans le même ordre d'idée que la télévision Tambara s'est intéressée aux vendeurs et transformateurs de la viande en kilichi, même si l'origine de ces derniers est un procédé de conservation de la viande inventé par les bouchers. Une méthode qui leur permet de garder encore la viande pendant des jours. Ces vendeurs de kilichi se sont mobilisés et organisés en groupe avec à leur tête Hamidou Almou, président des vendeurs de kilichi, qui nous explique dans un premier temps la méthode de cuisson et les différentes sortes de kilichi, avant de s'appesantir sur les difficultés rencontrées et les recettes journalières obtenues. Kilichi dimi hinzano. Nous vendons plusieurs variétés de kilichi, dont celui enrobé avec des épices et celui sans épices qui prend une couleur noire. Nos clients potentiels sont des étrangers venus dans le cadre d'un travail ou en voyage touristique. Nous importons partout dans la sous-région, même si nous rencontrons parfois certaines difficultés. J'appelle à la population de faire un tour au niveau des points de vente afin qu'elle constate que le kilichi n'est pas aussi cher que l'on pense. Le kilichi est à la portée de tout le monde et de tout un chacun. Il est primordial de préciser que le kilichi est tant prisé au Niger que dans la sous-région. Et même si la paternité de ce produit est attribuée aux Nigériens, le pays voisin reste et demeure les plus grands consommateurs de ce dernier. Actualité hors de chez nous, à présent le torchon continue toujours de brûler entre l'Ukraine et la Russie. À quelques jours de la trêve, des attaques de drones continuent entre les deux pays. Plus de précisions dans ce reportage. La guerre des drones entre Russes et Ukrainiens continue de faire rage. La région russe de Koursk a nouveau visé ce lundi matin. Après des mois de combat, Moscou a revendiqué fin avril avoir entièrement libéré ce district que les forces ukrainiennes avaient attaqué par surprise en août 2024.
Sur ces frappes menées au cours de la semaine dernière, on peut voir comment l'armée ukrainienne utilise ses drones pour attaquer le plus précisément possible les cibles russes. Les opérateurs de l'unité de drones Phoenix auraient ainsi anéanti une vingtaine de camions militaires et chars, ainsi que des systèmes d'artillerie. Dans la nuit de samedi à dimanche, la capitale ukrainienne a, elle, de nouveau été prise pour cible par les drones russes. Au moins 11 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées. Nous vivons au premier étage et nous pouvions entendre les portes claquer en permanence parce que les gens s'enfuyaient. C'était très bruyant, c'était l'une des nuits les plus bruyantes, c'était très effrayant. L'armée ukrainienne dit avoir détruit 69 des 165 drones tirés par Moscou, mais les débris d'engins abattus font eux aussi des dégâts. Moscou annonce aussi avoir déjoué dans la nuit de dimanche une attaque de drones sur sa capitale, et ce à quelques jours de la trêve proposée par la Russie entre le 8 et le 10 mai pour les célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Vladimir Poutine dit vouloir tester la disposition de Kiev à faire la paix, mais le président ukrainien déclare lui ne pas croire au respect du cessez-le-feu. Avant d'un élément de cette édition, la RDC et le Rwanda plutôt ont soumis un projet de proposition de paix, un processus dirigé par les États-Unis d'Amérique qui pourrait mettre fin au combat dans l'est de la République démocratique du Congo. Africa News pour le reportage. Un responsable américain a déclaré lundi sur les médias sociaux que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont soumis un projet de proposition de paix. La rédaction de ce texte intervient dans le cadre du processus dirigé par les États-Unis qui pourrait mettre fin au combat dans l'est de la RDC. Le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Massad Boulos, a déclaré qu'il saluait le projet de texte reçu à la fois du Congo et du Rwanda, le qualifiant d'étape importante. Les détails du projet n'ont pas été immédiatement clairs, notamment sur la proposition de faciliter l'accès des États-Unis aux minerais essentiels de la région, ce que le président congolais Félix Tshisekedi avait mentionné en échange de l'aide des États-Unis pour calmer les hostilités. Le conflit qui dure depuis des décennies dans l'est du Congo s'est intensifié en janvier lorsque les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de la ville stratégique de Goma, puis de la ville de Bukavu en février. Les combats ont fait quelques 3000 morts et font craindre une guerre régionale plus étendue. Et enfin, l'élection du nouveau pape, 132 cardinaux devront élire le nouveau pape, dont 5 sont issus du continent africain. Certains sont cités favoris pour être le nouveau pape successeur du pape François. Plus de précisions avec Africa News. 133 cardinaux éliront le nouveau pape pendant le conclave qui aura lieu dès mercredi 7 mai. Parmi eux, 5 sont issus du continent africain et représentent différents courants de l'Église, des conservateurs convaincus aux réformateurs. Certains sont même cités comme successeurs potentiels du pape François. Le Ghanéen Peter Turkson est un défenseur des droits de l'homme et de la non-violence. À 76 ans, il a été pendant près de 10 ans à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. Proche du pape François, qu'il avait envoyé au Soudan du Sud pour assurer une médiation, Peter Turkson adopte toutefois des positions plus conservatrices que lui, notamment sur le sujet de l'homosexualité. L'archevêque congolais Fridolin Ambongo fait également partie du conclave. Connu pour son franc-parler et ses prises de position sur la politique de son pays, il défend la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et la démocratie. Il dirige l'organe qui fédère les évêques africains et faisait partie des cardinaux qui entouraient le pape François. Le Sud-Africain Steven Brisling est plutôt libéral. À 68 ans, il est le seul des 2 cardinaux sud-africains à pouvoir voter au sein du conclave. Il est engagé et défend le sort des anciens travailleurs des mines atteints de maladies pulmonaires et dénonce le système de corruption en 2017. Dieudonné Nzapala Nguina a 57 ans. Il est une figure de la réconciliation dans son pays d'origine, la République centrafricaine. Beaucoup pensent qu'il peut succéder au pape François, avec qui il partageait la même vision. Le Guinéen Robert Sarah incarne la branche conservatrice de l'Église. Il est un membre clé du conclave et s'est rendu célèbre il y a 10 ans par un ouvrage, Dieu ou rien, dans lequel il promeut les messes traditionnelles en latin, rejette l'évolution de la liturgie sur le continent africain et qualifie la bénédiction des couples homosexuels d'hérésie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 6 mai 2025 sur la télévision Tambra, votre télé de proximité. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.